Sadibou Marang, je suis le directeur du bureau Afrique subsaharienne des Reporters sans frontières. Ce bureau est basé à Dakar, ici au Sénégal. Très bien. Alors, vous venez donc de publier ce rapport-là, dans la peau d'un journaliste au Sahel, où vous décrivez un peu la situation de la pratique du métier dans cette zone-là. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de la situation? Il y a fondamentalement dans le rapport qui est le fruit de notre campagne Sahel, une campagne que nous avons lancée à Reporters sans frontières depuis 2022 et qui consiste à fédérer la résistance pour que le Sahel, comme nous le disons dans l'introduction de ce rapport, ne devienne pas le plus grand trou noir de l'information et que, également pour que tous les disparus, les journalistes enlevés otages ou portés disparus puissent être libérés, comme c'est le cas fort heureusement en mars, vers la fin mars de Olivier Dubois, mais malheureusement il en reste encore au moins deux au Mali. Donc ce rapport essaie de met en lumière la réalité du journalisme au Sahel. Et le Sahel, qui est dans un cadre territorial assez grand, mais malheureusement dans les parties nord de ces pays-là, sont des parties qui sont confrontées un peu à des attaques terroristes, l'émergence d'attaques de groupes armés terroristes qui mènent des attaques, qui font beaucoup d'exactions. Et dans ce contexte-là aussi, les armées républicaines, les forces de défense républicaines font et ces ripostes-là souvent créent beaucoup de violations d'une manière générale des droits humains. Et au nom du droit public à l'information, les journalistes se retrouvent dans ça et ils pensent que ce sont les personnes qui vont collecter ces informations, les diffuser et les traiter au nom du droit public à l'information. Mais malheureusement, il se trouve souvent que d'ailleurs ce n'est pas possible parce que certaines zones sont interdites d'accès et d'autres parce que également il y a des questions de sécurité qui font que ce n'est pas possible. Et enfin également, il y a de plus en plus aussi dans les pays difficiles comme le Mali, le Burkina, il y a aussi les injonctions des jeunes qui font que pratiquement en tant que journaliste, vous ne pouvez pas aller au-delà de certaines localités à cause un peu des restrictions souvent sévères. Si vous êtes un journaliste étranger, souvent le processus d'accréditation est un processus extrêmement difficile et compliqué. Et souvent, ces dernières années au Mali, par exemple, c'est un processus qui est devenu très opaque. Il n'y a pas de transparence sur cela et cela a même poussé beaucoup d'anciens correspondants internationaux à quitter le pays pour des questions de sécurité aussi. Et on voit donc à côté des injonctions des jeunes, il y a aussi l'émergence, si vous voulez faire un journalisme libre et de qualité, il y a aussi l'émergence des citoyens qui soutiennent les autorités et qui ne sont pas forcément des journalistes là et qui utilisent les réseaux sociaux pour lancer des journalistes qui font un travail de qualité et puis même un travail indépendant. Ça aussi c'est quelque chose que nous avons révélé dans ce rapport-là. Et enfin aussi, il y a les zones d'accès, l'utilisation un peu de contrats de partenariat, des notes de cadrage, comme on le dit souvent. Dans des pays comme le Bénin, c'est quand même devenu assez courant depuis l'ancien président Fiayi jusqu'à Talon. Il y a eu quand même ces notes de cadrage qui sont utilisées directement par les médias et ces notes viennent généralement des autorités. Et la conséquence, c'est qu'après, ça crée un peu des conséquences difficiles. On risque d'avoir un peu des vitrines qui sont siamoises et également des situations assez compliquées où c'est à la limite même, ça ne devient pas du journalisme mais carrément de la communication. Alors, dans les pays où les jeunes ont accédé au pouvoir ces 2 dernières années, est-ce que quand même les arguments avancés par ces jeunes-là pour essayer de parler aux journalistes ne sont pas recevables? Ils disent que nous sommes dans une situation exceptionnelle. En réalité, qu'il s'agit du Mali ou du Burkina, la question de la liberté de la presse est une question qui se suit dans les constitutions qui sont des lois fondamentales. Et également, il y a des codes de la presse, il y a également beaucoup d'autres structures. La question se pose, la question de
de la situation exceptionnelle ne se pose pas. En fait, la question qui se pose fondamentalement, c'est que comment, dans des contextes aussi compliqués, où il y a les attaques terroristes, où il y a les ripostes des armées, comment faire pour que l'information ait droit de citer, que cette information-là soit fiable, qu'elle ne soit pas une information manipulée, mais soit fiable, soit accessible, et que les gens qui la transmettent puissent ainsi être des gens bien formés, des gens qui puissent y aller, mais sans crainte pour leur sécurité. Et c'est ça l'enjeu fondamental là, parce que les gens qui leur en transmettent ces informations, ces gens-là, ils le font au nom du droit du public à l'information. Et ce public-là, c'est des millions et des millions de personnes qui doivent pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé ici, quand, où et comment. Et c'est cela. Malheureusement, comme les jeunes souvent commettent des erreurs, et commettent beaucoup des erreurs, commettent également des exactions, elles ne veulent pas que ces exactions-là soient un peu révélées par les médias, parce qu'ils ne veulent pas que les médias fouillent un peu pour révéler. Donc ça crée beaucoup de comportements souvent difficiles en expulsant des journalistes, en suspendant les médias. Alors, le travail a été fait dans le Sahel, mais on note que vous avez ciblé 6 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad, le Niger également. Alors, on se demande pourquoi éventuellement le Sénégal n'est pas dedans. C'est l'actualité, le Sénégal, la Guinée. En réalité, quand on aurait pu mettre le Sénégal naturellement, c'est pourquoi dans les interviews que j'ai faites, j'ai essayé un peu de brosser la situation du Sénégal. On a mis la Mauritanie parce que c'est quand même un pays carrément sahéliens au vrai sens du mot, mais qui est de plus en plus moins confronté à ces actions-là, mais qui a mis en place un arsenal juridique. On aurait pu mettre le Sénégal parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes dans un pays comme le Sénégal. Ces derniers temps, la liberté de la presse est vraiment mise à rude preuve depuis l'arrestation de Pape Alé Niang qui a séjourné pendant 2 mois en prison. Mais même avant l'arrestation de Pape Alé Niang, on a vu une série d'attaques contre les journalistes, des journalistes pour l'essentiel des médias privés, et cela a prospéré. Ces attaques-là étaient le fait d'acteurs non étatiques, ou bien notamment de groupuscules liés à des chapelles politiques. Ça aussi, il faut le reconnaître. On a vu également, c'est le pays où on a eu des unes détournées, des unes de médias qui étaient détournées. On a vu aussi, récemment, on a vu Pape Ndiaye, le journaliste de Walfadjri, qui est emprisonné avec 6 charges qui pesant sur lui. Et cela, heureusement, nous sommes partis durant une visite. Et il a été apparu vraiment déterminé, courageux, mais avec une volonté réelle un peu de rester journaliste malgré cette épreuve et supporter l'épreuve. Donc le Sénégal, il y a quand même un problème, et nous, le plaidoyer que nous menons est qu'il faudrait aussi revenir au Sénégal le Sénégal de bon élève de la liberté de la presse, où on n'avait jamais entendu parler de journalistes mis en prison. Jusqu'en 2004 avec le cas de Madiambal, ensuite ce n'était plus le cas jusqu'en 2022 avec Pape Alé Niang. Donc en vérité, ces pays sur lesquels vous avez travaillé, ce sont des pires élèves ces dernières années? On ne peut pas dire ça comme ça, oui. Mais on le dit sur la base un peu du choix des pays cibles dans la campagne Sahel. Quand on choisissait en fin 2021 les pays cibles de la campagne Sahel, la situation n'était pas devenue très difficile dans un pays comme le Sénégal, mais on l'avait toujours à l'œil, on surveillait toujours le Sénégal. Donc on s'est dit qu'on met l'accent un peu sur des pays où on pense qu'il y a des problèmes, comme c'est le Bénin, le Cap Bénin, le Togo, comme c'est le cas aussi au Mali. Au Burkina même relativement moins, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le coup d'État de Damiba. Ça se passait très bien, jusqu'à malheureusement il y a eu Damiba, après les choses se sont empirées. Alors, la situation du Bénin elle est quand même assez exceptionnelle. Il y a le problème que vous citez au nord, mais aussi au niveau de l'État central, cette pression, ces asphyxies financières où on lie les journalistes par des contrats soi-disant de collaboration. Alors, est-ce qu'il y a un autre pays où ce signe-là existe, à part le Bénin? On ne l'a pas fondamentalement vu tel que ça s'est fait au Bénin, de manière très organisée, de manière assez coordonnée. Nous, on a eu cette chance d'avoir été au Bénin et d'avoir compulsé pas mal de ces contrats-là. Et
d'avoir lu des notes de cadrage qui étaient beaucoup plus assez frais et d'en avoir reçu beaucoup. Mais dans d'autres contextes en Afrique, ça existe, mais sous d'autres formes. Par exemple, ce sont soit des puissances d'argent, ou bien des puissances politiques, ou bien même des hommes d'affaires très forts, ou même souvent des ministres qui créent leurs journaux. Parce que pour utiliser ces journaux-là, pour combattre, pour défendre des causes, ça on l'a vu. On a vu aussi que des puissances d'argent aussi créent des médias, ou bien s'associent pour mettre en place des médias, pour défendre leur cause, soit parce que c'est la veille, c'est une année préélectorale, il faut un média fort qu'on va utiliser un peu pour davantage être au fait de l'actualité, ou bien il nous faudra également un média qu'on peut utiliser pour davantage combattre tel X, Y, Z. Ça on le voit. On voit aussi, on a vu aussi sur le plan économique qu'il y a eu certains médias parce que leur ligne éditoriale a changé, ou bien est favorable, qui puissent davantage bénéficier davantage de publicité, notamment des groupes étatiques. Ça également on l'a vu. Mais tel que c'est institutionnalisé au Bénin, ça je pense que c'était vraiment vrai. Alors,